Voilà. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir d'animer cette session de webinaire de la PMP Francophonie. Donc aujourd'hui, on va parler des jalons de décision dans la réponse à appel d'offres pour voir un petit peu ce que recommande la PMP au niveau des jalons. Donc ils appellent ça Gate Decision dans le Body of Knowledge. Et pour savoir à quelle étape on doit décider de continuer ou stopper la réponse et quelles questions on doit se poser surtout selon l'étape à laquelle on se place. Donc ça va être une séance assez interactive. Je vais vous présenter, les recommandations de la PMP et j'aimerais bien qu'on discute aussi de, comment vous mettez en pratique ces jalons de décision. Est-ce que vous les avez, vous les avez pas? Est-ce que vous les trouvez tous pertinents ou pas? Donc, premièrement, les objectifs de ces jalons de décision, c'est un peu les mêmes objectifs que tout ce qui, toutes les actions qu'on mène en bid management. Ça va être d'éliminer les opportunités qui ont une faible probabilité de gagner, là où on a moins de chances de gagner. Ça va être de se concentrer de nos efforts sur les opportunités qui ont le plus de chances de gagner, donc c'est le pendant de l'élimination des autres opportunités et donc d'augmenter le taux de conversion, de transformation. Donc tout ça, c'est vraiment les objectifs du bid management dans son ensemble. Ces jalons, ils sont étroitement liés à toutes les revues qui sont réalisées au long du process de réponse et ils répondent à différentes questions. On avait vu les process de réponse il y a quelques mois avec Peggy qui nous avait présenté, les différentes, revues. Donc je suis repartie du même principe et c'est ce qu'on va balayer ensuite. Avant de rentrer dans ce process, j'ai répertorié ici quelques noms qu'on leur donne, au niveau des entreprises. Donc moi, ce que j'ai pu rencontrer, que ce soit jalon, tollgate, réunion de qualification, de lancement, validation, bouclage selon l'étape à laquelle on se trouve, R1, R2, R3, point de décision, point de contrôle. Je ne sais pas si vous avez d'autres appellations, qui correspondent à ces jalons de décision? Ou est-ce que ça regroupe les termes que vous utilisez finalement, vous aussi? Moi, j'ai dit que ça allait être De, interactif, hein, vous de, devez participer. pour ma part, de mon côté, on parle plus de go, no go. D'accord. Mmh. Donc ça, La c'est un même des chose de jalons, mon côté. effectivement, ouais. Mm. Oui, c'est plus, réunion, ouais, réunion de qualification, go, no go. D'accord. De mon côté, c'est réunion de qualification ou gate. Enfin, pardon, revue ou gate ou go no go, effectivement. D'accord. Ouais, donc ça regroupe autrement les mêmes termes. Souvent, c'est à l'occasion d'une revue, donc c'est revue de quelque chose qui donne lieu à un go no go. D'accord. OK. Donc ensuite, si on passe aux différentes, étapes et où est-ce que ces décisions, interviennent, donc comme ce que tu as dit Peggy, c'est à l'occasion d'une revue et ça suit vraiment tout le cycle de vente. Donc vous retrouvez ici, pour ceux qui avaient assisté au webinaire, les différentes étapes qui vont de l'identification du marché à la production en elle-même. Donc ce que je propose, c'est qu'on va balayer chacun des points de décision et voir ensemble, les questions à se poser spécifiques, à au moment du process dans lequel on se trouve et après j'aimerais qu'on discute sur, nos expériences et comment on peut nous, influencer ces décisions. Qu'est-ce qu'on a comme, entre nos mains pour vraiment influencer et faire avancer les choses. Donc si on prend la première, hein, à la sortie du plan de compte, il y a la décision d'évaluer l'opportunité. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de voir si on veut investir des ressources pour déjà chercher des informations, évaluer l'opportunité. Alors pour ma part, je suis rarement impliquée dans cette partie-là. C'est quelque chose qui arrive plus en amont dans le process, de ce que j'ai pu voir moi, qui est plutôt sur la partie vraiment commerciale où ils font déjà cette partie-là et où on va assigner l'opportunité à quelqu'un qui va piloter cette phase d'évaluation. Qui est-ce qui décide de ça? Donc ça, on reste dans le cadre de la PMP, hein. Vous allez voir à chaque fois, c'est un peu le même. En gros, ça dépend des entreprises. Selon le type d'opportunité, la valeur, selon l'organisation interne, eh bien, on va avoir, différents décideurs. Ce qui compte, ça va être de savoir qui et que ce soit clair pour tout le monde. Les questions qu'on va se poser à ce moment-là, c'est une question de financement.
Est-ce qu'on sait chez le client comment il va financer cette opportunité? Comment on est perçu par le client? La probabilité de remporter le marché, est-ce que c'est important, ou pas? Donc ça, c'est une question, qui est récurrente à toutes les étapes de décision. Et est-ce qu'on a les ressources pour développer l'opportunité? Est-ce qu'on veut la gagner? Parce que ça m'est déjà arrivé de voir à différents steps de décision, plus vers la fin, mais est-ce que vraiment on veut le gagner? Et ben ça, c'est une question qu'on doit se poser dès le départ, parce qu'on investit, des ressources pour cette évaluation et pour le développement. Et donc il faut vraiment se poser cette question-là. Savoir s'il y a des raisons stratégiques ou financières, si on veut la gagner. Des fois, on peut vouloir la gagner juste stratégiquement, mais on sait que notre marge va être, très mauvaise, mais que, ça va nous apporter d'autres marchés. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui est intéressant financièrement. Et une question qui est souvent oubliée, c'est par rapport à la concurrence. Comment on se positionne? Est-ce qu'on a des chances de gagner? Ça rejoint la probabilité de remporter le marché. Une fois qu'on évalue l'opportunité, on a une nouvelle étape de décision qui est la décision de poursuivre cette opportunité. Donc là, ça va être d'allouer encore plus de ressources pour développer le plan d'opportunité et pour influencer le client, pour générer une préférence pour la solution. Donc là, c'est plus vrai dans les marchés privés, la partie influence. Je pense que dans le public, c'est un petit peu moins faisable. Mais c'est, une partie des ressources qui vont être investies. Donc là, au niveau de la décision, c'est encore la décision d'allouer des ressources, Ça revient beaucoup à ça finalement, de se dire: «On continue et on met les ressources qui vont bien», donc on choisit d'investir. Donc on parle là notamment, déterminer le financement nécessaire, voilà. Si je veux faire mon plan d'opportunité et continuer, combien ça va me coûter? On en discutera après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fait réellement ou pas. Souvent, c'est pas forcément évalué dans les entreprises de ce que moi j'ai pu voir. Et suite à ça, on va assigner l'opportunité, à un pilote du plan d'opportunité et définir qui va intervenir. Les questions à se poser, avant d'établir le plan d'opportunité, c'est: est-ce qu'on a une idée de la stratégie gagnante? Est-ce qu'on a un concept de la solution avec des discriminants? Est-ce qu'on sait qui décide chez le client? Donc on a déjà évalué l'opportunité, donc logiquement, on a une petite idée quand même de cette, réponse-là. Est-ce que c'est clair sur ce qu'on va avoir à fournir? Ou est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts éventuels avec d'autres parties de notre business? Est-ce que l'opportunité est toujours alignée avec notre stratégie? Donc on sait que l'évaluation d'une opportunité, ça peut prendre un petit peu de temps et il peut y avoir des changements de stratégie entre-temps en interne. Donc est-ce que c'est toujours aligné? Est-ce que notre solution va être compétitive? Est-ce qu'il nous manque des choses? Est-ce qu'il y a des risques? Et est-ce qu'on a un plan d'action pour augmenter nos chances de succès? Tout ça, c'est des questions à se poser pour prendre cette décision. Donc souvent la décision, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de recette miracle en fait pour dire: «Ah bah si c'est oui, oui, oui et non, on y va». C'est vraiment un un mix de toutes ces réponses-là. Ensuite, on établit le plan d'opportunité et c'est là alors souvent moi c'est plus, après cette partie-là qu'on intervient au niveau du bid management. C'est, ce dont vous avez parlé, le go, no go ou bid, no bid. Et là, ça va être de vérifier effectivement si notre positionnement est assez favorable pour, justifier d'avancer plus loin dans la proposition et d'investir encore plus de ressources. Donc c'est décider de passer au plan de proposition bien sûr, ajuster notre stratégie, le prix, la solution, les discriminants qui vont faire qu'on va gagner. Ajuster le financement, ça c'est la mise à disposition des ressources, que ce soit en interne ou en externe. Et bien sûr, dans ce cas-là, on décide d'assigner un responsable de l'offre et les membres de l'équipe de réponse. Je ne sais pas pour vous, moi c'est souvent à partir de là que je suis impliquée pour, piloter après la réponse, à l'appel d'offres. Et est-ce que c'est le cas pour vous? Je ne sais pas dans les personnes qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous intervenez déjà vous au niveau du plan de compte, de l'évaluation de l'opportunité ou vous intervenez, plutôt à partir de là? Moi, j'interviens à partir de là aussi. Oui, pareil. Pareillement, ouais. Même si je suis informée de ce qui se passe en amont, enfin, tout dépend de de la compte manager, mais mes actions, ouais, ça intervient à partir du Ça go démarre no à go, quoi. partir de là. Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'on voit qu'au sens de la PMP, en fait,
le bid management est plus large Vaste, que beaucoup ce que plus nous, vaste. Ouais. finalement, on voit dans notre. Mm. Je ne sais pas les autres, hein, c'est vrai que je fais peut-être une généralité. Mais voilà, c'est vraiment, ça couvre tout, alors que on peut, nous, des fois, voir qu'une portion de ces jalons. Donc là, les questions à se poser. Ouais. Juste pour compléter, en Oui. général, moi, j'interviens aussi à partir de là. Mais dans la plupart des clients pour lesquels je travaille, ils ne font pas les revues précédentes. C'est pas que j'interviens pas sur les revues précédentes, c'est qu'elles n'ont pas C'est lieu. qu'elles ne sont pas faites. C'est le commercial qui décide un peu tout seul dans son coin, éventuellement avec son responsable. Mais il n'y a pas vraiment de revue dans le process. Alors, il y a le plan de compte qui va être de façon générale le fait de balayer un petit peu la stratégie pour l'ensemble des comptes de l'entreprise. Mais j'ai pas vraiment le sentiment qu'il y ait des revues et des jalons de décision formels pour l'évaluation d'une opportunité ou d'un plan d'opportunité. Il n'y a que chez un client où je l'ai vu. Sur peut-être une dizaine, quoi. Ouais, donc c'est Je pas, ne sais pas si vous formalisé, avez en dans tout vos cas. entreprises des véritables jalons ou gates, tout ce que tu as cité avant, Sandrine, si vous n'y participez pas, mais elles ont malgré tout lieu, ou si vous n'y participez pas parce qu'elles n'ont pas lieu. À mon côté, elles ont lieu, mais je n'y participe pas, en effet. D'accord. Et dans ce cas-là, tu es informé, ou enfin, où on te donne la main pour avoir posé quelques questions, ou pas du tout? Alors, ce que je demande à la direction commerciale, c'est d'avoir un pipeline, des affaires qui risquent d'arriver dans peu de temps, et ce qui permet de s'organiser selon la charge de travail. Mais on n'intervient pas vraiment. Alors, quelquefois, on nous demande d'intervenir juste auprès du prospect pour éviter d'avoir des choses dans le cahier des charges qui nous seraient discriminants. Mmh. Mais ça s'arrête là. Du coup, nous, on a juste la charge de travail prévisionnelle qui va arriver, et on est là à partir du bid no bid. D'accord. Oui, donc c'est plus d'un point de vue pratique, mais Oui. pas vraiment d'intervenir sur finalement les décisions qui sont prises, quoi. Ah non. Et est-ce que C'est ça. tu sais si, toi, par rapport aux questions qu'on a pu voir, est-ce que ces questions-là on répond à ces questions-là en général sur ces jalons de décision, Oui, ou pas du tout? oui, oui. Ouais, On, d'accord. on a toute enfin, je pense un peu partout, on a une série d'outils de CRM, de logiciels CRM, etc., qui, qui, qui Couvre font, cette partie-là, quoi. voilà, oui, qui dirigent l'account manager dans son parcours. D'accord. OK. Je vous propose de continuer. Donc là, donc c'est celle où la plupart d'entre nous interviennent. Et donc là, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on peut agir en se posant ces questions-là. Enfin, dans la plupart des cas, je pense qu'on a déjà cette visibilité-là. Est-ce que c'est clair sur ce qu'on a besoin de faire? Comment le client va évaluer notre proposition? Est-ce qu'il y a un process? Comment on se positionne vis-à-vis de la concurrence? Je ne sais pas si vous, dans vos entreprises, c'est une question à laquelle vous obtenez des réponses. Moi, c'est toujours un petit peu compliqué d'obtenir des réponses. Pas compliqué. Je confirme. Ouais. Mm. Et après, ça, j'ai pas trouvé encore comment, mis à part poser la question et essayer de pousser les choses, comment obtenir plus d'informations. Je ne sais pas si quelqu'un a des tips qu'il veut Alors, parfois, partager, on peut obtenir des informations via l'écosystème, via des partenaires. Mais bon, en général, le client, il nous partage pas ce genre d'infos, quoi. Non, À mais moins même qu'il y nous, ait pour une, savoir, au niveau de la concurrence, des fois, quand on pose la question, bon, c'est la concurrence habituelle, mais du coup, oui, il y a c'est pas ça. Moi, de. j'ai cette réponse-là aussi. D'accord, ils se sont passés le mot alors entre commerçants.
Je dirais c'est presque plus par opportunité, c'est voilà, soit c'est on n'a pas d'infos, donc c'est la concurrence habituelle, ou soit on sait que, tiens sur ce marché-là, enfin typiquement nous on a eu le cas où, on a répondu à un accord cadre, on savait que le précédent titulaire en fait c'était des petites structures et notamment dans le cahier des charges, on a vu qu'ils demandaient comment réagir à plusieurs demandes simultanées. Donc on sentait qu'ils avaient un problème avec la petite structure et puis nous justement on arrivait avec, on est la grosse structure, on a du monde, on est réactif et cetera. Donc c'était vraiment par opportunité où on a eu une information, spécifique qui a fait qu'on a pu ajuster notre discours par rapport, enfin à la fois à la demande du client et on savait ceux qui étaient là avant, donc a priori qui se positionnaient encore, quoi. Mais sinon, si on n'a pas d'infos spécifiques, soit par la connaissance client, enfin voilà, c'est soit on a réussi à avoir des infos clients sur, on sait que un tel est déjà en place, donc il est le favori, donc comment on se démarque de lui en particulier. Mais sinon, ouais, quand c'est des marchés où on retrouve toujours les mêmes concurrents, finalement, c'est compliqué de trouver un levier spécifique à chaque fois ou, à part où sur une opportunité, on a une information, qui est arrivée par un canal ou par un autre, quoi. Une autre question qui est à poser à ce moment-là, et qui est importante pour la décision selon moi, c'est est-ce qu'il y a un engagement ferme des membres de l'équipe de réponse? Puisque ça peut arriver qu'on dise, qu'on décide d'y aller et que en fait, bah, les gens qu'on pensait qu'elle allaient travailler dessus, bah, sont pas disponibles. Donc ça, pour moi, c'est une question que je trouve super importante, à poser. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'influencer ou du moins d'obtenir une certaine garantie. Puisqu'après, quand on est responsable de l'offre, bah, on a besoin de ces ressources, ces membres de l'équipe pour composer la réponse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce souci-là, et de pouvoir, influencer la décision en fonction de cette réponse-là. Alors pour ma part, en fait, cette décision de go no go, c'est un comité, qui se réunit avec, les directeurs, enfin directeur commercial, directeur service et cetera et à partir du moment où la décision elle est prise, bah, après les équipes, elles doivent s'aligner et les ressources, voilà, doivent, s'investir sur cette réponse, quoi. Étant donné que la décision elle a été prise, au plus haut niveau, bah, Mmh. du coup, voilà, on doit aligner ensuite les ressources et voilà, les personnes doivent s'investir sur la réponse. Oui, donc l'engagement ferme, est volontaire, est désigné Ouais, volontaire, quoi. c'est ça. OK. Les autres points, donc est-ce qu'on a, bah, pour les questions de go no go, hein, est-ce qu'on a l'expérience, les références qui vont bien? Est-ce que la solution qu'on propose a une plus-value? Et aussi la question je trouve intéressante, que manque-t-il à notre solution? Je trouve ça intéressant de se poser cette question-là pour pouvoir, réfléchir à une contre-stratégie dans l'offre déjà. De savoir ce qui nous manque pour gagner et voir comment on peut pallier à ce problème-là. Et le prix gagnant est-il défini et acceptable pour le management? Alors ça, c'est une question que je trouve intéressante aussi. Par contre, je ne l'ai pas vu beaucoup posée dans la décision de bid no bid, que j'ai pu voir dans les différents jalons. J'ai pas l'impression qu'elle soit, critique dans la décision puisque des fois le prix gagnant n'est pas vraiment connu par les équipes, en fait. Je ne sais pas de votre côté si c'est un point qui est pris en compte dans cette, décision de bid no bid ou pas du tout? Bah, enfin oui, comme tu dis, de la même façon, la question est posée systématiquement, mais c'est quand même assez rare qu'on ait des infos un peu fiables et un peu cadrées, sur ce sujet-là, quoi. On a une idée de, quel sera, à peu près le prix auquel on veut se positionner et puis, parfois on pensait être pas cher et puis finalement, il y a beaucoup moins cher que nous et parfois on pensait être cher et finalement on est moins cher. Enfin, parfois on se rend compte que ce qu'on avait dit finalement, on était à côté de la plaque donc, des infos fiables là-dessus, c'est compliqué, quoi. Et est-ce que dans ce cas-là, tu penses que c'est une question limite qu'on ne devrait pas
posée pour cette décision-là ou Disons, moi je pense que la question est intéressante de se poser, mais pour construire le prix, de façon, on ne fait pas que du bottom-up, on fait du bottom-up, mais qu'on cadre et qu'on compare au prix qu'on s'était fixé, et on voit si finalement, si on si ça est tient la en route. ligne, ou s'il y a un écart. Et s'il y a un écart, on peut se poser la question, est-ce que ce qu'on visait avant, c'est ça qui était à côté de la plaque, ou c'est le chiffrage qu'on a fait qui finalement, on a vu trop grand, ou enfin il y a quelque chose qu'on a mal cadré, quoi. Oui, donc le prix pour gagner est quand même défini. Oui, à il y a son un importance. prix qui est défini, qui est fiable à un des degrés très, très variables. Mais je dirais plus qu'un objectif ferme, ça donne une trajectoire, et on peut s'en éloigner, et après justifier qu'on s'en est éloigné et comprendre qu'on s'en est éloigné, mais c'est pas on reste pas basiquement bloqué dessus, quoi. Ouais. De toute façon, tous ces jalons-là, en fait, c'est pas parce qu'on a décidé d'y aller à un moment qu'on ne peut pas décider d'arrêter après. Par contre, moi j'ai rarement vu une fois qu'on avait fait un bid no bid, on va voir les autres jalons de décision là, mais une fois que le bid no bid et qu'on a dit qu'on y allait, j'ai rarement vu un moment où on arrête et on remet pas l'offre. Moi, ça Je m'est sais pas arrivé. si Hein. Ça t'est arrivé? Pas arrive. souvent, mais ça m'arrive. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Et par rapport à la question de tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne connaît pas souvent le prix gagnant, mais ça m'est arrivé déjà également de connaître le prix gagnant, de savoir qu'on serait bien au-dessus et de décider de ne pas répondre. D'accord. Mais c'est pas souvent. Non, mais ces Et questions, elles parfois, on sont là sait pour qu'on est ça aussi. au-dessus et on décide de répondre quand même. Oui. Et c'est arrivé d'ailleurs qu'on réponde dans ce cas de figure en expliquant, en justifiant notre prix, avec un objectif non pas de gagner, mais d'amener le client à rendre son appel d'offres infructueux et à en repasser un, D'accord. avec cette fois un budget différent. D'accord. Donc, Oui, donc là, c'est la stratégie de l'objectif réponse vraiment qui est là. ce qui est important pour moi sur ce go-no-go, c'est aussi de définir notre objectif. Est-ce que si on répond pour gagner, ou est-ce qu'on répond pour une autre raison? Ouais. Et finalement, on reprend une des questions là, qui était faite au niveau de l'évaluation de l'opportunité, de dire est-ce qu'on veut gagner et pourquoi on veut gagner, quoi. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce qu'on veut vraiment le gagner ou pas? Ok. Donc ensuite, on fait le plan de proposition, comme on a l'équipe qui est disponible. Hop. Et une fois qu'on a fait ce plan de proposition, on va avoir cette confirmation de bid no bid. Et donc là, c'est pour vérifier si, une fois qu'on a fait notre plan de proposition, est-ce qu'on veut toujours y répondre selon les derniers détails des exigences. Donc on est rentré un peu plus dans le cahier des charges et on sait un peu plus où on va. Et l'objectif là, ça va être de décider de passer au développement de la proposition, donc, vraiment le développement pur, d'ajuster ce qu'on avait défini avant pour gagner, notre stratégie, notre prix, solution discriminant. Ajuster le financement nécessaire pour continuer, ça peut être qu'on se rend compte qu'il faut plus de ressources finalement pour répondre que ce qu'on avait anticipé. Il y a plus de développement spécifique ou autre, mais on a besoin de plus de ressources. Et de résoudre aussi les problèmes éventuels de ressources. J'en viens à ce qu'on disait tout à l'heure, où on peut faire un go-no-go, et puis les membres ont été désignés volontaires, et puis finalement, ils sont pas si disponibles que ça pour répondre, et donc ça fait partie de cette confirmation de bid no bid. Et là, les questions à se poser, ça va avec l'objectif de ce jalon. Est-ce que la RFP correspond à ce qui a été anticipé, ce qu'on avait présenté au départ? Est-ce que les termes sont acceptables, aussi bien donc termes techniques et au niveau termes et conditions? Est-ce que le client va pouvoir justifier de choisir notre société en interne avec les critères d'évaluation? Donc même si nous, on pense qu'on a des chances de gagner, est-ce que le client, lui, en interne, va pouvoir défendre un éventuel choix pour nous? Les exigences techniques sont-elles conformes aux attentes? Bon, c'est un petit peu la même chose que la RFP qui correspond à ce qui est anticipé. Et est-ce que notre solution a assez de valeur pour le client? Est-ce qu'on lui apporte suffisamment de choses pour qu'il puisse décider de nous choisir par rapport à notre solution?
Synthèse décisionnelle est-elle initiée, donc, ou executive summary, on le sait tous, hein, il y a eu plusieurs webinaires là-dessus, où c'est un élément essentiel qui doit être démarré le plus tôt possible. Et ça peut être quelque chose qu'on demande aussi à cette confirmation de bid no bid. Est-ce qu'on a déjà estimé les coûts? Est-ce qu'on a assez de marge? Est-ce qu'on a résolu les problèmes de ressources? Et est-ce que c'est valide? Donc, voilà, ça c'est vraiment les conseils de la PMP sur toutes les questions à se poser à ce jalon-là ou à un autre. Après, c'est vrai que c'est ce qui est proposé par la PMP, mais c'est vrai qu'il y a on voit qu'il y a plein de questions qui se répètent finalement ou qui peuvent se poser à différents moments. Ensuite, on développe la proposition et on a un dernier jalon là qui va être de décider de soumettre l'offre avec tous les éléments financiers et les risques qu'on aura identifiés. Donc la décision, c'est de soumettre l'offre au client, de confirmer aussi les ressources nécessaires à la réalisation. Donc des fois, on a au niveau des offres, on a des engagements au niveau planning, par exemple. Et bien, quand on remet l'offre, il faut qu'on décide de pouvoir réaliser dans les temps derrière. Et donc, c'est à cette étape-là qu'on le décide. Et également, confirmer la préparation pour la soutenance ou les négociations selon les différentes étapes qu'il va y avoir pour l'appel d'offres. Les questions à se poser, bon, c'est plus simple, c'est est-ce qu'on a une proposition conforme et est-ce qu'elle est chiffrée pour gagner? Alors qu'on soit au prix gagnant ou au prix qu'on estime finalement pour pouvoir gagner même si on est plus cher? Est-ce qu'il y a des risques qu'on n'a pas résolus? Est-ce qu'on va avoir une négociation ou pas? Et qui va mener cette négociation, si on a besoin d'une négociation? Et est-ce qu'on est prêt à délivrer rapidement si on remporte le marché? Donc ça va avec le fait de confirmer les ressources nécessaires à la réalisation. Donc là, toutes les questions que j'ai indiquées, hein, c'est vraiment ce qu'il y a dans le body of knowledge en anglais. Donc c'est vraiment une reprise de toutes ces questions-là qui sont conseillées. Au niveau des bonnes pratiques, qui sont dotées aussi dans le body of knowledge, et puis ensuite on va pouvoir échanger un peu plus. La première qui est donnée, c'est d'appliquer les jalons de décision définis. Donc c'est déjà de les définir, comme on disait tout à l'heure, où il y a certaines entreprises où finalement les premiers jalons ne sont pas définis, enfin n'existent pas vraiment ou sont pas précisés. Mais c'est déjà de les définir et d'appliquer ce qui est fait. Donc de créer les modèles et de programmer sur des créneaux fixes. Donc ça va avec les revues. Tu disais, Peggy, tout à l'heure que la décision, finalement, elle intervient suite à la revue. Et donc, c'est intéressant d'avoir quelque chose de fixe, puisque au moins les décideurs sont identifiés normalement pour chaque jalon de décision. Donc, c'est s'assurer d'avoir les décideurs qui sont présents et qui peuvent acter la décision. Définir les attentes sur la maturité de l'information tout au long du cycle de vente. Là, c'est pour dire qu'effectivement, au tout début, on a forcément moins d'informations que quand on arrive proche de la soumission. Donc c'est voilà, bien définir, OK, si je connais pas dès le début mon prix gagnant, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Ça peut être différent aussi selon des entreprises, mais de le définir pour pouvoir avoir des décisions qui vont être, on va dire, cohérentes les unes avec les autres, que ce soit pas dépendant finalement de qui prend la décision. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire on a un biais en fait, nous on est influencés quand une personne peut avoir envie de répondre à cette opportunité, même si tous les indicateurs sont au rouge qui disent non, on ne devrait pas y aller, et des fois on y va quand même. Donc de définir les attentes là-dessus, c'est important. Déterminer l'investissement requis pour élaborer la proposition. Donc là, on est sur l'aspect investissement financier, de savoir que ça coûte d'avancer tout au long du cycle. Ça coûte quand même des sous à la société de mettre les ressources à disposition. Donc ça, c'est à faire. Établir les critères de décision adaptés à l'entreprise. Ça peut vraiment être très variable. Ça rejoint un petit peu les attentes sur la maturité. Eh bien, les critères, ça va être vraiment différent selon les entreprises, mais il faut les établir. Déterminer la probabilité de gagner et probabilité que le client commande effectivement. Alors, c'est une distinction qui est faite au niveau de la PMP, que je trouve intéressante. Probabilité de gagner, effectivement, voilà, on pourrait l'emporter par rapport à la concurrence. Et probabilité que le client commande effectivement, des fois, on peut être sélectionné,
mais le client, pour qui, pourquoi, finalement, il passe pas la commande. Donc je sais pas si ça vous est arrivé déjà dans le passé. Moi, ça m'est arrivé sur des marchés publics, aux États-Unis où, on est sélectionné, mais derrière, finalement, on commande pas. Voilà, parce que, finalement, ils étaient pas prêts ou voilà, il y a tout un tas de facteurs, donc c'est intéressant d'essayer de sentir cette probabilité-là, même si c'est pas évident. Et parfois, il y a même pas forcément de titulaire, retenu ou attribué. Simplement, Oui, le client décide d'interrompre, sa procédure et de ne pas donner suite. ouais. Ensuite, donc définir clairement qui est décisionnaire selon les jalons. Donc, on rejoint le fait de définir les attentes, c'est d'avoir clairement, qui a la main pour décider, sur chaque jalon. Il faut que ce soit écrit, en fait, dans les processus pour que ce soit clair, que ce soit pas juste, chacun qui décide un petit peu puisque les décisions seront pas cohérentes, en fait, et ça va pas avec l'ensemble de la stratégie. Les planifier, on en a parlé, donc, ça va avec, planifier sur des créneaux fixes, pour, pour ces jalons de décision. Préciser les entrées et sorties. Il y a beaucoup de redites, hein. Enfin, j'ai repris, ce qui était dans la PMP. Alors, il y a certaines phrases qui, en anglais, des fois, doivent, faire bien, je pense, mais il y a des choses qui rejoignent, en fait, les mêmes idées. Donc les entrées-sorties, ça va avec le fait de bien définir ces jalons de décision, dire: «Voilà, qu'est-ce que je dois avoir comme info? Qu'est-ce que je décide après?» Le point 10, je le trouve intéressant, éviter de trop se concentrer sur la solution technique. Garder un petit peu cette distance, cette prise de recul. Bien sûr, la solution technique est importante, mais il y a tout le reste avec la stratégie de réponse, qui est importante. Acter les décisions, bien sûr, une fois qu'elle est prise, voilà, il faut documenter, acter les choses pour avancer et pas être en train de se reposer la question une semaine après: «Ah bah oui, mais au fait, est-ce qu'on y va vraiment ou pas?» Voilà, une fois que c'est décidé, on avance. Et de réaliser bien sûr les actions qui sont identifiées, parce qu'on peut décider d'y aller sous réserve que, on doive obtenir, je sais pas, une confirmation d'une certaine hypothèse ou enfin, je j'ai pas d'idée en tête là précise, mais c'est effectivement il faut que ce soit suivi. Voilà pour la présentation d'un point de vue APMP, donc après, voilà, je souhaite ouvrir à vraiment, c'est un temps d'échange pour pouvoir discuter de vous, comment c'est fait chez vous et comment on peut influencer les décisions, de notre fenêtre, quoi. Comment on peut agir dessus pour faciliter aussi notre travail. Si vous avez des pratiques que vous souhaitez, échanger, partager. Là, j'ai perdu tout le monde. Vous êtes encore là? Oui. Oui, oui. Est-ce que ça vous parle globalement, ces jalons? Est-ce que ça ressemble un petit peu, enfin, bon, on a tous un petit peu les mêmes, je pense, mais est-ce que c'est acté chez vous? Est-ce que c'est bien documenté comme, selon les recommandations ou pas du tout? Est-ce que c'est pas utile? Parce qu'il y a certaines recommandations, peut-être que, non, pour nous ça marche pas, c'est pas utile ou Ouais, je dirais les 3 derniers, sont bien actés, il y a le petit formulaire qui va bien, il y a le procédure, enfin, le niveau de décision, tout est clair. Les 3 premiers plus en amont, heu, ils sont pas formalisés, alors il y a les évolutions des opportunités, il y a les actions qui sont mises en place, mais c'est plus revu d'une manière globale, ouais, il y a toutes ces opportunités, on va aller voir tel client pour telle raison, que opportunité par opportunité. Donc il y a pas un réel jalon, une réelle décision, vraiment, marquée, enfin et actée. Par contre, oui, les 3 derniers process sont clairement formalisés, et rentrés dans les mœurs et enfin, voilà, tout le monde et sait tu penses qui que c'est manquant, en fait, d'avoir, les 1ers jalons de décision, tu crois qu'ils alors, apporteraient quelque chose? par rapport au périmètre où nous on est sur, on n'est pas sur, ou enfin assez rarement sur des opportunités, de longue haleine qu'on sait que c'est, dans un an, il y a ça qui va sortir et cetera. Donc, on est plus,
sans dire que c'est des réactions, voilà, on sait des choses, qui vont sortir, mais la visibilité est beaucoup plus faible. Donc voilà, aller voir nos clients pour, enfin je dirais presque, on peut aller voir un client pour un sujet et finalement apprendre un autre sujet par la même occasion, mais voilà, on n'est pas sur des très gros marchés. On sait que ça va sortir dans 3 ans, etc. Et dès 3 ans avant, on n'y va pas, avec qui, comment. On n'est pas sur notre périmètre, sur d'autres périmètres de la société. Je pense qu'ils ont plus cette vision-là. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui sont très, très formalisées, mais nous, de notre côté, on n'est pas là-dedans. Donc, c'est plus du suivi régulier des clients enfin, principaux et potentiels que vraiment de opportunité par opportunité avec un plan d'action spécifique à chacun. Pour les autres? Pareil pour moi. Voilà, le On premier t'entend de 4. très loin, Diana. Ah, désolée. Maintenant, ça va? Oui, mieux. Oui. Donc, pour nous, pareil, la 4 premières parties, c'est plus au niveau des sales. Ok. D'accord. Donc, c'est l'équipe de vente qui décide sur le marché, bon, sur les opportunités plutôt, voilà. Et nous, oui, moi personnellement, je reçois action au moment que on dit bid, no bid. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as l'occasion de poser des questions sur les 2 derniers jalons? Tu, comment dire? Tu as un impact? Enfin, tu peux influencer cette décision-là ou pas du tout? Lequel? Sur les 2 derniers, en fait, sur la confirmation de bid, no bid et sur la décision de soumettre la proposition. En fait, au moment qu'on a décidé de participer à l'appel d'offres, on travaille sur l'offre et à la fin de notre travail, on doit valider notre offre auprès de management. Et c'est ici qu'on peut encore défendre notre proposition. Mais je ne vois pas où on peut, peut-être avec les clients, oui. Avec les commerciaux, les clients, on peut négocier des choses, de voir quelque chose. Ouais. C'est tout. Après, on n'a pas grand-chose à modifier D'accord. si la stratégie est Donc toi, décidée. quelque part, il y a pas cette étape de confirmation de bid, no bid. En fait, le plan de proposition et de développement de la proposition fait une seule et même étape? Oui, oui. Parce qu'en fait, on fait d'abord le bid, no bid au niveau stratégique global et après on travaille. Et on ne peut pas, au milieu de notre travail, trouver, par exemple, les conditions qui sont pas, on n'est pas conforme, oui, et dire stop. On ne peut pas faire D'accord. ça. Donc, on définit toutes les conditions au début. Donc, on revoit quand même une fois l'appel d'offres, par exemple, et après on dit: «OK, on y va». Bah, c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est les recommandations de jalons de décision de la PMP, mais c'est vrai que moi aussi la partie confirmation de bid, no bid, souvent finalement il y a le plan de proposition et développement de la proposition qui est limite en une seule phase, en fait. Ouais, Et ouais. effectivement, on a après ce jalon de décision de soumettre la proposition, enfin au niveau un jalon interne de Parce que moi, voilà, une chose qui m'intéresse, à quel moment, parce qu'au début, on regarde les appels d'offres, mais on ne peut pas les lire en tout détail. Et ouais, on trouve, les non-conformités, au bout de 30 du temps, OK, ou de 20 après la réception des appels d'offres. Donc on a déjà investi notre travail sur l'analyse et à ce moment-là, on dit: «OK, ici on a gaps, ici on a red flag, hein, risque» et est-ce on s'arrête là ou voilà, quand on a bien analysé? c'est cette étape-là, ce jalon-là, en Ouais, fait, dont tu parlais. ouais. Peut-être que là, elle y est pas, en dans ta société, mais c'est la confirmation de bid, no bid? Donc c'est après analyse détaillée, c'est ça? Ouais, je OK. pense, hein. Après, je suis pas, puisque si on regarde ici, selon le dernier détail des exigences, donc on va confirmer, ajuster ou décider d'arrêter, quoi. Est-ce que ça correspond Mmh. bien à ce qu'on a anticipé? Donc tu vois, c'est là qu'on répond à ces questions-là et que, bah, ça correspond à ce que tu dis. On a regardé plus précisément les exigences et puis, on peut se rendre compte que finalement, bah, c'est pas conforme à ce qu'on pensait, quoi.
Ouais, c'est rare qu'on s'arrête au milieu, voilà. Donc, ouais, Peut-être que c'est un jalon à rajouter dans les process. ouais, c'est possible. Parce Sur que les c'est dossiers dommage sur lesquels de travailler jusqu'au bout et après de dire ne pas participer. C'est mieux de s'arrêter là. Ouais. sur certains dossiers, moi, la plupart des dossiers où je participe, il y a toujours le jalon bid, no bid et le jalon final. Et entre les deux, ça dépend du niveau de stratégie un petit peu de l'affaire. Si on est sur vraiment une affaire stratégique ou avec un gros montant, on va avoir des revues intermédiaires, notamment cette revue de confirmation bid no bid qui s'appelle revue de stratégie d'offre. Et on a même aussi des fois une revue supplémentaire qui est la revue de solution. La décision qui est prise à cette revue, c'est pendant le développement de la proposition. C'est généralement l'objectif, c'est généralement pas de faire un go ou un no-go à ce stade, mais c'est de valider tous les choix de solutions techniques qui ont été présentés dans la proposition. Et ça arrive assez tardivement. Je ne sais pas si vous avez ce jalon-là aussi pendant le développement de la proposition, ou une fois que vous avez défini votre plan de proposition, vous savez déjà exactement avec quelle stratégie, avec quelle solution technique vous allez répondre. En général, moi, les clients à ce stade, ils ne savent pas forcément exactement, ils ont parfois plusieurs solutions techniques possibles ou d'organisation possibles. Et c'est uniquement finalement sur la fin de la phase de développement de la proposition qu'on a une vue complète de la solution proposée et qu'on va valider à ce moment-là. Et si on se rend compte à ce moment-là que on est vraiment, ça arrive très rarement, hein, mais qu'on a vraiment des écarts qu'on n'arrive pas souvent, en fait, on décide mes clients, des fois, font un go, sachant qu'ils ont des trous dans la raquette, mais pensant qu'ils vont pouvoir les combler dans les phases de plan de proposition, développement de proposition, en allant chercher des partenaires ou en cherchant des solutions alternatives à proposer. Et puis, de temps en temps, ces solutions alternatives ou ces partenaires ne sont pas trouvés, et c'est dans ces cas-là où il peut y avoir un no-go pris un peu au dernier moment. Mais c'est rare, hein. C'est rare, oui, c'est Ouais. rare de stopper, en fait. Mais il y a une théorie, hein, de l'engagement comme ça, où une fois qu'on est engagé dans quelque chose, en fait, c'est super dur d'arrêter. Même si ça continue à nous coûter des sous finalement, d'avoir les ressources qui travaillent dessus et cetera. Mais c'est très dur de s'arrêter. C'est pour ça que pour moi, s'il n'y a pas le jalon de décision bien défini, pour stopper, si on se dit juste: «Bah, on fait le point comme ça au fur et à mesure», bah, la décision d'arrêter est plus difficilement prise que s'il y a un vrai jalon qui existe avec des entrants, des sortants et des critères, et des questions à se poser pour se forcer à faire les choses. Là, Après, je te rejoins, ouais. ouais, j'ai pas fait, j'ai plus en tête exactement tout ce qui était dans tes slides. Il me semble que ça parlait pas forcément énormément d'analyse de risque. Et souvent, quand il y a cette décision de prise au dernier moment de finalement faire no go, c'est souvent lié à une analyse de risque qui a comme résultat une évaluation au niveau de risque beaucoup trop élevée, que l'entreprise elle préfère au final avoir investi en avant-vente et puis décider d'arrêter que s'engager sur une offre pour laquelle les risques encourus sont très élevés. Ouais. On l'a sur la dernière là, décision de soumission de la proposition. Est-ce qu'il reste des risques non résolus? C'est vrai que je l'ai pas remis ici, de se poser la question ici, en fait, peut-être, juste avant. C'est vrai que la notion de risque a son impact, et la notion de montant sur l'opportunité aussi, joue aussi, bien sûr. Voilà pour les jalons. Je vous propose qu'on s'arrête là. On a des prochains rendez-vous de prévus.
sur donc le premier vendredi de chaque mois, donc 4 novembre, avec un webinaire thématique comme celui-ci. Le 2 décembre, on tiendra notre assemblée générale annuelle, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, donc on cherche toujours un vice-président. Voilà, savoir si quelqu'un souhaiterait, nous rejoindre au bureau suite au départ d'Anne. Sachant que le poste, hein, est assez, donc on est en construction, donc la notion de vice-président n'a pas un poste en particulier. Donc Anne s'occupait, elle, en tant que vice-présidente aussi, de la relation avec les autres chapters dans les autres pays. Mais après, c'est un choix tout à fait personnel et il y a possibilité voilà, de faire des choses qui vous tiennent à cœur au sein de l'association. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et on souhaiterait organiser avec le bureau une rencontre en présentiel, qu'on n'a pas pu faire depuis le lancement de l'association. Donc la date retenue serait le 19 janvier. Il faut encore, voilà, qu'on réfléchisse aux thématiques et au lieu exact, mais ce serait sur Paris. Donc on aurait voulu savoir si, ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Comment vous verriez ça? Est-ce que vous souhaiteriez, venir, s'il y avait donc cette rencontre en présentiel? Oui, ça peut être intéressant. D'accord. Le lieu sur Paris serait, C'est quel jour? Ça tombe sur quel jour? le 19 janvier, Un c'est jeudi. en semaine jeudi. ou un jeudi? Jeudi. Ce serait un jeudi, ce serait sur un format demi-journée. En fait, on accueillerait tout le monde le midi avec un cocktail déjeunatoire d'accueil. On aurait des présentations qui s'enchaîneraient l'après-midi avec des invités vraiment sur des thématiques vraiment intéressantes et connexes à nos métiers. On a commencé à réfléchir à des invités qui ne seraient pas forcément des bid managers, qui seraient des invités qui pourraient développer des connaissances ou des compétences qui peuvent nous être utiles, mais ça peut être en communication, ça peut être voilà, dans différents sujets. Le programme n'est pas encore défini, mais vraiment, il y aurait des invités. On essaye de trouver des intervenants vraiment de qualité. Et puis, ça se terminerait par un pot de clôture en fin d'après-midi, pas trop tard pour permettre à ceux qui viennent de loin de pouvoir rentrer chez eux le soir même. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et l'idée, on aura aussi pendant ces phases de cocktail, à l'arrivée et au départ, le but c'est d'avoir vraiment l'occasion de se voir en vrai. Ça permet vraiment de personnaliser après les webinaires qu'on a, les échanges, le fait de s'être vu, on se projette un petit peu plus sur à qui on est en train de parler. Et puis ça permet aussi de se connaître un petit peu plus entre nous. Ce qui est l'objectif aussi de la PMP francophonie, c'est vraiment d'avoir un réseau francophone sur nos métiers. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de se rencontrer en vrai. Oui, très bien. Très bonne initiative. Diana, Emmanuel, Ansel, Ah, Erwan, est-ce que c'est des choses A qui... priori, oui. D'accord. La localisation sur Paris aussi serait... Ça me va très bien. Ansel? Oui, tout à fait. D'accord. Notez cette date-là, on va revenir vers vous. Il faut encore qu'on travaille un petit peu tout ça. Si vous avez des idées, des suggestions aussi de thèmes que vous voudriez voir ou d'invités, ou si vous avez participé à des choses, vous direz, des personnes que vous voulez nous conseiller, n'hésitez pas. On prend toute information utile. Ok, très bien. Je vous remercie pour votre participation. Merci. Et puis, je vous dis au 4 novembre. Oui. Bonne Merci. journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous.